Et de nouveau ensemble pour le 13h de cette semaine. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Truth TV. 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce samedi. D'importants dossiers ont été examinés. Le point vous sera fait dans ce journal. Le mouvement démocrate MODEM a officiellement lancé ses activités politiques ce samedi également. Les ambitions du parti pour les municipales à venir ont été présentées. Et dans ce journal, nous recevrons notre chef de desk politique pour nous donner son avis sur la démission de Bassolma Bazié, secrétaire général du CGTB. 13h30 à Ouagadougou. Bonjour et merci d'être des nôtres. Bassolma Bazié, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, CGTB, et professeur des sciences de la vie et de la terre au lycée Philippe Zenda Kaboré, a démissionné de la fonction publique. Dans une correspondance datant du 18 janvier, dont nous avons reçu copie, il évoque plusieurs raisons, dont la suspension de son emploi depuis octobre 2020, suivie d'une affectation qu'il juge arbitraire. À ce sujet donc, Bernard Bougman, notre chef de desk politique, est avec nous pour nous en dire davantage sur cette démission de Bassolma Bazié de la fonction publique. Bonjour Bernard. Bonjour Marie. Bienvenue au 13h. Merci avec vous. Alors, après 20 ans de carrière au sein de la fonction publique, est-ce une action surprise, cette décision de Bassolma Bazié? Bon, oui, l'on pourrait dire action surprise parce que vous savez aussi que le Burkina Faso, ce n'est pas un pays habitué à la démission des fonctionnaires de l'État, comme on les appelle. Donc, nous avons une fonction publique de carrière et non une fonction publique d'emploi. Donc, vous êtes recruté, vous faites carrière, vous rentrez et vous mourrez ou vous prenez votre retraite, effectivement, à la fonction publique. Donc, il y a rares qui sortent. Les pays anglo-saxons font ce qu'on appelle la fonction publique d'emploi. Vous êtes recruté pour un emploi pour une durée donnée. À l'issue de cette durée, vous pouvez demander le contrat peut être prolongé ou pas, mais c'est différent des pays francophones où nous avons pratiquement une fonction publique de carrière. Donc ce qui fait que la démission n'est pas la chose la mieux partagée sous nos tropiques. Et quand il y a une démission, naturellement, ça suscite beaucoup de commentaires. Ce sont ces dernières années, sinon ils sont rares, ceux qui abandonnent la fonction publique de façon définitive. Même quand ils sont appelés ailleurs ou bien quand ils veulent aller officier ailleurs, ils préfèrent prendre de la disponibilité et non quitter les rangs de la fonction publique. Mais comment en est-il arrivé là? Quelles sont les motivations de sa décision? D'abord, une démission est une motivation personnelle. Donc personnelle dans la mesure où ça relève de la conviction de la personne, de ses objectifs, de ses ambitions et de ce que la personne porte comme projet de vie. Donc il y a déjà ça. C'est vrai qu'on a une culture de carrière, c'est vrai, de carriériste à la fonction publique, mais c'est d'abord une affaire personnelle. Il y en a qui prennent la disponibilité, mais à l'approche de la retraite, qui viennent finir ou normaliser les papiers, comme on le dit, pour pouvoir bénéficier de la pension. Lui, il a préféré pratiquement démissionner. Alors, donc, c'est ça. Et ensuite, il ne faut pas perdre de vue que c'est en lien avec les luttes qu'il mène. Il dit d'ailleurs sur sa page Facebook, c'est comme si être payé par quelqu'un est un motif de chantage pour la personne. Ça devient comme l'objet une occasion pour vous d'être malmené par cette personne, de vous faire du chantage, de vous faire de la pression et de vous humilier. Et donc, il coupe les ponts pour ne pas effectivement subir cela. Donc, c'est en lien aussi avec ces luttes qu'il mène au niveau de la CGTB, qu'il dirige après effectivement le départ de Tolé Sagnon, qui a été le premier SG, mais qui aussi avait été admis effectivement à la retraite. Donc, Bassolma Bazié qui quitte la fonction publique, mais pour le moment, par rapport à son avenir syndical, il reste à voir. En parlant d'avenir, quel pourrait donc être son avenir au Burkina Faso et surtout à la tête de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Burkina? D'abord, il faut remarquer que la plupart de ceux qui dirigent les centrales syndicales au Burkina, parmi eux, il y a des retraités. Paul Kaboré au niveau de l'ONSL, et puis quand vous prenez même les syndicats à l'intérieur, vous avez le SYNATIC dirigé par M. Dramé qui est à la retraite. Vous prenez au niveau du SYNCHA, le secrétaire exécutif est également à la retraite. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas nouveau sous nos tropiques que des gens ne soient pas en service officiellement. Parce que quand vous prenez votre retraite, quand même, vous avez décroché, vous ne venez plus au boulot et tout. Maintenant, même au niveau du SYNATIC, Justin Koulibaly a dirigé le SYNATIC avant de passer la main à M. Dramé. Donc, et même Tolé Sagnon, qui avait dirigé la CGTB, à un moment donné, a été à la retraite
avant de lâcher pour que M. Bazié puisse prendre les rênes. Donc la réalité aussi, c'est que c'est une tradition au niveau du Burkina. Maintenant, il quitte la fonction publique. Est-ce qu'il va être employé par quelqu'un du privé pour pouvoir rester militant syndical? Parce que quand vous êtes votre propre patron, vous ne répondez pas de quelqu'un, c'est différent. Mais maintenant, pourra-t-il trouver un autre emploi dans le privé et pouvoir continuer la lutte au niveau de la CGTB? Là, effectivement, il reste à voir. Maintenant, l'autre question qu'on se pose, ce n'est pas la première fois également qu'il fait ce sacrifice, parce qu'il avait renoncé à une bourse de PhD au niveau du Canada pour prendre les rênes effectivement de la CGTB. C'est vrai que quand on fait le calcul entre les avantages liés au niveau du syndicat et les avantages liés à un PhD, en fonction des objectifs à atteindre, effectivement, il peut avoir un combat par rapport au choix à faire. Il a fait le choix de rester, de prendre la tête de la CGTB. Il a ses méthodes que beaucoup approuvent, que beaucoup n'approuvent pas, parce que vous ne pouvez pas faire l'unanimité dans vos choix et dans vos méthodes de lutte. Mais quoi qu'il en soit, seulement Bazié reste, comme on appelle ça, fidèle à lui-même, donc fidèle à son engagement, et a préféré, effectivement, pour ne pas prendre de coups et faire subir ça aux autres, se retirer. Mais ce n'est pas quelqu'un aussi qui n'a pas d'autre vie. Quand on regarde son CV, il est même consultant minier, il a ses expertises également ailleurs. Il a beaucoup de cordes à son arc, donc ce n'est pas quand même le pain quotidien ou la farine qui va manquer dans la jarre de la famille Bazié, parce qu'il va seulement quitter la fonction publique, non. Merci Bernard Bougma pour votre passage sur ce plateau. C'est moi qui dis merci. Rappelons, Bernard Bougma est le chef de desk politique Truth TV et Watt FM, et avec lui, il était question de la démission de Bassolma Bazié de la fonction publique. Pour la suite de ce journal. Le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris part à la 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette rencontre tenue par visioconférence a permis aux chefs d'État et de gouvernement d'examiner d'importants dossiers tels que le rapport annuel 2020 de la Commission, le rapport de la 45e session ordinaire du Conseil de médiation et le rapport de la 85e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. On peut retenir 4 points essentiels à ce sommet. D'abord, il y a eu un point général qui a été fait sur la tenue des élections pendant le dernier trimestre de l'année 2020. Ces élections qui se sont déroulées, on peut dire des scrutins en tout cas, se sont déroulés globalement sans problème dans les différents pays. Et les chefs d'État qui ont été élus ont été félicités donc par la conférence des chefs d'État. Le deuxième point important, le Mali. Le Mali, dont vous savez bien que la CEDEAO est saisie de la question depuis donc la survenue de la crise au Mali en août 2020. Et à ce niveau, les chefs d'État ont eu à écouter le médiateur de la crise malienne, l'ancien président nigérien Goodluck, qui a fait un point sur l'évolution de la situation. Les autorités maliennes, elles aussi, ont fait un point sur cette évolution, notamment ce qui était prévu, à savoir donc la dissolution du CNSP après la mise en place des organes de la transition. Et les autorités maliennes ont rassuré que c'est quelque chose qui devait se faire bientôt. Et puis également, les chefs d'État ont voulu en savoir plus sur la feuille de route et le plan d'action qui devrait permettre de conduire donc la transition vers les élections. L'autre point qu'on peut noter également, c'est celui de la Covid-19. Comme vous savez, les chefs d'État avaient déjà fait ils avaient déjà tenu un sommet extraordinaire consacré donc à cette question qui est importante. Et l'un des derniers points qui est en relation aussi avec la situation de la Covid-19, c'est la question de la monnaie commune, l'ECO. Comme vous savez, il y a un pacte de convergence qui existait donc entre les États de la CEDEAO. Ce pacte de convergence, on peut dire, a été rompu volontairement donc par les États du fait de la pression de la Covid-19 sur nos économies. Et le constat qui a été fait avec la résurgence donc de la Covid-19, ça a été reporté donc à plus tard. Donc il y a une nouvelle feuille de route
puisque l'autre feuille de route qui devait nous amener à la monnaie unique en 2020 ne tient plus. On attend une nouvelle feuille de route, mais dans tous les cas, rien ne devrait démarrer avant 2025. C'est un peu cela qu'on peut dire comme conclusion au niveau donc de ce sommet des chefs d'État. Premier congrès extraordinaire du mouvement démocrate MODEM. Le mouvement a officiellement lancé ses activités politiques ce samedi. Au cours de cette rencontre, les textes statuaires du parti ont été adoptés. Abdelrahimi. Mouvement démocrate, applaudissez pour vous-même. Ce premier congrès extraordinaire du MODEM est essentiellement consacré à la recherche de stratégies pour un succès aux élections municipales à venir. Pour parvenir à ce résultat, ce congrès a permis de mieux organiser le parti. Il s'agit de la mise en place des organes du parti et l'adoption des textes statutaires. Mais vous savez qu'à chaque congrès, donc, qui est prévu dans nos statuts, il est renouvelé le bureau ou reconduit en tout cas le bureau, ainsi que le toilettage et les amendements et l'adoption des statuts du règlement intérieur et du manifeste. Et c'est cela que nous allons faire tout de suite. Nous avons dit que donc des stratégies endogènes pour la conquête donc, des municipalités. Ça veut dire que durant ces travaux, nous allons voir les stratégies pour que nous puissions avoir des conseillers et des mairies dans le Burkina Faso. Parce que j'ai dit qu'un homme politique sans mandat du peuple, c'est un arbre sans fruits. Pour le président du parti, malgré la présence de centaines de partis sur la scène politique, les préoccupations majeures des populations restent sans réponse. Et le MODEM se positionne comme un instrument de renforcement de la démocratie et de la résolution des problèmes auxquels le peuple est confronté, comme l'insécurité et la pauvreté. C'est donc un effectif pléthorique dans le paysage politique. À quoi bon créer un nouveau parti, se diront d'autres. Notre analyse est que malgré cette offre, le pays peine à améliorer ses indices de développement. Et tout reste prioritaire. Cet état de fait, malgré la multitude des partis politiques, fait qu'aujourd'hui, il est bon que nous puissions apporter notre pierre à l'édification de notre nation. Créé le 21 octobre 2020 par des démissionnaires de l'Union pour le progrès et le changement UPC, le mouvement MODEM devient un parti politique le 12 janvier dernier. Le parti est présent dans 27 provinces du pays. Et l'un des défis des membres est de l'étendre sur tous les territoires dans les prochains mois. En prélude à la Journée internationale de la femme, le motif du pain imprimé du 8 mars 2021 est désormais connu. Il a officiellement été présenté à la presse ce vendredi. La question du prix ainsi que celle de la protection du pain contre la contrefaçon ont été abordées lors de ce rendez-vous. Denis Ida avec la voix de Mamitriana Kamabou. Voici le pain imprimé officiel du 8 mars 2021. Produit en 3 couleurs différentes, ce pain fait en coton vient ainsi s'ajouter au pain tissé présenté le 8 décembre 2020. C'est à l'issue d'un appel à la candidature lancé par le ministère en charge de la femme le 19 septembre 2019 que la société Ganitex, ex-Savatex, a été retenue pour proposer le motif des pains imprimés des années 2020 et 2021. Et pour être sélectionnée, cette société a été soumise à certaines conditions. Le ministère, lors de l'ouverture de l'appel à candidature, a précisé au titre des conditions de participation que la prestataire qui serait retenue puisse avoir cette capacité de pouvoir produire en quantité les pains. Ça, c'est déjà une condition. Je veux déjà d'entrée de jeu baliser le terrain avant de revenir précisément aux questions. Ça, c'est déjà un critère qui permet de pouvoir maîtriser les choses. Donc, la production en quantité. Et également, au titre des conditions, il y a un critère qui portait sur le fait qu'on devrait pouvoir mettre le pain à disponibilité de toutes les régions. Et pour éviter toute contrefaçon de ce pain de la part des commerçants, il a été enregistré auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le logo du ministère est également protégé par cette organisation internationale. La prestataire a protégé son pain. Vous savez que
nous avons l'OAPI, qui est une structure présente qui protège un peu les œuvres intellectuelles et tout. Donc, chaque année, les années antérieures, le processus n'était pas entamé, mais chaque année, la prestataire, une fois que son pain est retenu, entame les démarches en vue de voir son pain protégé, de sorte à ce que un commerçant ne prenne pas ce motif-là et aller reproduire pour pouvoir commercialiser. En ce qui concerne le prix, il est fixé par le prestataire. Mais la directrice générale de la femme rassure que ça sera à la portée de tous. Avec la prestataire, il y a le prix d'engros d'une balle. Et le prix d'engros d'une balle, c'est 500 000. Et le prix des 3 pains, à elle, son niveau, c'est 5 000 francs. Mais il va de soi que lorsque ce pain va au niveau des détaillants, il y a une marge bénéficiaire qui sera ajoutée afin de permettre à ces différents commerçants-là de pouvoir vendre et en faire des profits. C'est une invite à la population et aux commerçants de pouvoir s'inscrire dans la démarche. Parce que là, il s'agit d'un pain qui a été choisi pour permettre, avec des prix fixés, pour permettre quand même l'accessibilité à bon nombre de femmes. Donc c'est d'appeler en fait à la conscience de tout un chacun. En rappel, le thème de la célébration du 8 mars 2021 est « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives ». Le maire de la ville de Ouagadougou, Amon-Pierre Bewende, en collaboration avec l'Agence municipale des grands travaux et la Direction générale des services techniques municipaux, a visité jeudi dernier une dizaine de chantiers en cours dans la ville de Ouagadougou. Ce sont entre autres des chantiers d'infrastructures routières, éducatives et sanitaires. À l'issue de la visite, le maire central se dit satisfait du niveau d'avancement des travaux. Sanata Serré et Fatima Tanikim. Première étape de cette visite du maire et ses collaborateurs, le chantier du parking pour engins de terrassement situé dans l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou. Les travaux de cette infrastructure consistent à construire une plateforme en béton armé et un vestiaire pour conducteurs d'engins de terrassement. Le niveau d'avancement de ces travaux est de 52%. Autre chantier visité par le maire et sa délégation, la gare routière Ouaga-Ouest, d'un niveau d'avancement de 70,42%. Le bâtiment R+2 du lycée municipal de Nagrin et la bâche à eau de 120 mètres cubes au sein du centre de traitement et de valorisation des déchets, qui est en un état d'avancement de 85,20%, ont également été visités par la délégation. Ce matin, effectivement, nous avons procédé à la visite de nombreux chantiers que la ville de Ouagadougou a entrepris depuis un an de cela, qui sont des chantiers de voirie, des chantiers de construction d'infrastructures, et notamment éducatives, des infrastructures également au niveau des mairies d'arrondissement et que nous avons visitées. C'est une satisfaction, j'allais dire générale, parce que ces chantiers ont été des chantiers que nous avons trouvés il y a 4 ans en venant à la mairie, qui étaient en souffrance. Donc il y a beaucoup de chantiers que nous avons terminés et mieux, on a même étendu, notamment les chantiers des lycées. Et vous avez vu le lycée de Rimvougré qui était en R+1, qui était inachevé. Aujourd'hui, le chantier est en R+2. L'ensemble de ces travaux ont été financés par la mairie de Ouagadougou et ses partenaires financiers, notamment l'Agence française de développement AFD, et son représentant dit être satisfait des différentes réalisations. Très satisfait de la visite sur le terrain, d'autant que on est dans la phase 2 du projet de développement durable de la ville de Ouagadougou, qui est un accompagnement financier de 52 milliards de CFA accordés par la France via l'AFD à l'État burkinabé. Donc je suis très satisfait de la visite des chantiers nous avons pu effectuer aujourd'hui, à la fois sur les gares routières, Ouaga-Ouest, et sur les lots de voirie prioritaires. Ce sont au total une dizaine de chantiers qui ont été visités par le maire de Ouagadougou et sa délégation.
Des retards ont été constatés dans l'exécution de certains chantiers et pour cause, la pandémie du coronavirus. La maîtrise d'ouvrage de 4 de ces chantiers ont été assurés par l'Agence municipale des grands travaux. La direction régionale des impôts de Banfora a désormais un nouveau bâtiment d'une valeur d'un peu plus de 500 millions de francs CFA. La direction générale des impôts a procédé jeudi dernier à l'inauguration de cette bâtisse administrative, infrastructure qui permettra de booster le recouvrement des recettes fiscales au profit du budget de l'État et de la Cité du Paysan Noir. Joseph Koudgo, notre correspondant sur place. La région des Cascades possède désormais une direction régionale des impôts à la hauteur du ministère de l'économie et des finances. Ce joyau offrira de meilleures conditions de travail aux agents et permettra d'améliorer les recouvrements des recettes fiscales au profit du budget de l'État et de la commune de Banfora. Il faut dire que chaque jour que Dieu fait, la direction générale des impôts fait des efforts pour mettre les collaborateurs, le personnel dans les conditions normales du travail. C'est des efforts immenses qui sont faits pour véritablement nous accompagner dans le travail. Voilà, effectivement, avant que ce bâtiment ne soit réalisé, il faut reconnaître que le personnel au niveau déconcentré dans les cascades ici, en tout cas, il y a des services qui étaient logés dans nos propres bâtiments. Il y a des services également qui étaient logés dans des bâtiments pris en location. Donc, je pense que ce qui vient d'être fait nous permet d'être chez nous. Il y a des fois où les mots ne permettent pas d'exprimer tout ce qu'on ressent. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis derrière comblé. C'est une première. Le bâtiment que vous voyez, c'est la première direction régionale à bénéficier de cet accompagnement. Je pense que c'est une marque de confiance de la direction générale des impôts à notre égard. Tous les mots qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est des mots de remerciement et d'engagement. Un bâtiment administratif construit sur une emprise de 825 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 60 agents. Il va peser dans la balance pour l'atteinte des objectifs qui sont énormes cette année à la Direction générale des impôts. Vous savez, au niveau des impôts, c'est le recouvrement. Donc, le recouvrement des recettes. Et donc, cette année, nous avons 944 milliards à recouvrer. Donc il y a une augmentation de plus de 100 milliards par rapport donc à la prévision de 2020. Nous devons nous informatiser, digitaliser nos procédures, les dématérialiser afin donc de faciliter l'accomplissement des obligations fiscales et le paiement des impôts. Ce nouveau bâtiment de la Direction régionale des impôts des Cascades a coûté un peu plus de 590 millions de francs CFA et financé par le fonds d'équipement. Cette inauguration entre dans le cadre de la 6e rentrée fiscale de la Direction générale des impôts. 350 000 abonnés pour Canal+ Burkina, un cap qui a été célébré ce vendredi par les premiers responsables de l'entreprise et leurs collaborateurs. Une soirée festive au cours de laquelle le nouveau directeur général de Canal+ Burkina a été officiellement présenté. Sanata Serré. L'année 2020 a été une année fructueuse pour Canal+ Burkina, selon ses premiers responsables. Au cours de cette année, ce sont plus de 350 000 abonnés qui ont été enregistrés, et ce malgré la situation sanitaire très difficile, marquée par la pandémie du coronavirus. Pour satisfaire davantage à sa clientèle, la structure, par la voix de son directeur général Africa, annonce la mise en place des 4 tendances du marché pour l'avenir. La première, on a déjà beaucoup de familles qui sont abonnées au Burkina, sur l'ensemble de l'Afrique, et on croit dans la démographie, on croit dans l'électrification, on croit que le nombre de familles qui disposeront d'un téléviseur va beaucoup augmenter dans les années qui viennent. Ça, c'est une première tendance. La deuxième tendance importante, c'est que le haut débit à un tarif très bas, fixe ou mobile, va arriver partout. Et donc ça a des changements importants dans nos métiers, notamment en termes d'expérience client. La troisième tendance de marché, c'est que nos abonnés veulent de plus en plus de contenu local, africain, burkinabé, même dans les langues également locales. On a lancé une chaîne il n'y a pas très longtemps en Wolof qui s'appelle Sunuyof, qui a un grand succès au Sénégal, une chaîne en malgache. On a plein de projets dans la production locale. Et alors, c'est très important pour le Burkina qui a une tradition de production cinématographique importante. Et pour marquer leur joie,
Les travailleurs du Canal Plus Burkina ont récompensé le 350 millième client en lui offrant un abonnement tout canal d'une année et un bon d'achat de 350 000 francs CFA. C'est à cause des fêtes. Moi, je voulais suivre les choses à cause de l'enfant. Donc, c'est par rapport à ça on a fait le réabonnement. Et c'est rien que le mardi, on m'a appelé de passer, qu'il y a une surprise pour moi. Donc, je n'étais pas au courant depuis longtemps. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est ma chance aussi. Le mot me manque, mais je remercie tout le monde, et les responsables, Canal+, que Dieu donne vraiment longue vie à Canal+. C'est toute une famille et qu'on remercie Dieu aussi pour ça. Que Dieu bénisse Canal+. Par la même occasion, le directeur général Africa de Canal+ a présenté au personnel de la structure leur nouveau directeur général. Ainsi donc, c'est Jonathan Letta qui vient remplacer Aimé Makuta à la tête de Canal+ Burkina. Et dans le reste de l'actualité au Mali, malgré l'intervention de la police, le mouvement Hier ou l'autre dresse un bilan plutôt satisfaisant de leur manifestation tenue le 20 janvier dernier pour réclamer le départ des militaires français sur le sol malien. Par ailleurs, il invite ses partisans à maintenir la pression et annonce en outre une nouvelle sortie le 26 mars prochain. Boré Masoulo, notre correspondant au Mali. Face à la presse, ce vendredi 22 janvier, le mouvement Yerawolo, debout sur les remparts, et ses alliés se disent satisfaits de leur coup malgré la répression subie par les manifestants le 20 janvier dernier. Pour eux, leur sortie a été une réussite. Vous avez donné de l'insomnie à Koulouba la nuit du 19 janvier. C'était de l'insomnie aux Champs-Élysées à Paris la nuit du 19 janvier. Donc bravo à vous. La mobilisation du 20 janvier a été une réussite parfaite parce que les détenteurs de la parole au Mali disent que la plus belle des victoires est celle qu'on remporte sans se battre. Le peuple a déjà déclenché le processus révolutionnaire. Fidèle à son combat, le panafricaniste franco-béninois Kémi Séba fustige de son côté que l'Afrique n'a pas besoin de puissance étrangère, quelle qu'elle soit. Oui, nous devons par tous les moyens de notre disposition chasser la présence française parce que c'est un crime contre l'humanité sa présence sur le sol africain. C'est une réalité. Mais je dis que si nous faisons venir des partenaires, nous devons avoir un calendrier précis, un début et une fin. Parce que l'Afrique ne doit plus être jamais colonisée par personne sur cette terre. Mais il est hors de question que l'Afrique soit un terrain de jeu pour toutes les puissances étrangères, à l'exception des Africains. Pour maintenir la pression sur les autorités maliennes et françaises, ces anti-présences militaires françaises au Mali appellent leurs partisans à poursuivre la lutte. Nous devons nous organiser pour bâtir une révolution vraie et la libération de la patrie partira de là. Après le Mali, d'autres suivront l'exemple et l'Afrique toute entière sera libérée de la mauvaise gouvernance et de l'impérialisme français. Et c'est là la vérité. Une nouvelle manifestation est prévue le 26 mars prochain. 26 mars, date anniversaire de la chute du régime du dictateur Moussa Traoré en 1991. Il est temps de refermer cette édition, mais je vous donne rendez-vous demain à 13h. Très belle suite de programmes sur la télévision interactive du Burkina.